Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire ce livre, maintenant ? Alors, c'est le maintenant qui est important. Ce livre est la compilation de certains articles que j'ai commencé à écrire il y a une bonne dizaine d'années déjà. Donc, qui sont des articles universitaires, qui sont... Mais je trouvais que c'était intéressant de le publier maintenant, un peu pour toutes les raisons pour certaines raisons qu'on a évoquées. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de crispation au sein de la psychanalyse, d'une certaine psychanalyse, qui date depuis les années 2000, en fait, au moment du Pax, au moment ensuite du mariage pour tous, et donc là, autour des questions trans. Et je trouvais que là, ce discours, il y a un autre discours dans la psychanalyse. Voilà, je trouve possible. La crispation, c'est concrètement des psychanalystes qui prennent la parole publiquement et qui disent l'homosexualité. Qui disent quoi ? C'est quoi les bêtises qui sont dites ? Alors, aujourd'hui, c'est plutôt sur la question trans, par exemple. Sur l'homosexualité, c'est moins possible parce que d'abord, ça relève d'un délit. Sur la question trans, c'est plus compliqué. Donc, ils se lâchent un peu. Et puis, c'est toujours un peu stigmatisant. Donc, donc là, je me disais, ça va recommencer sur ces questions-là. Et tu vois, je suis pas concernée par cette question. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas être concernée par cette question. Donc, quand je dis je suis pas concernée, c'est-à-dire je suis pas une femme trans. Mais ça n'est pas parce que je suis pas une femme trans ou un homme trans que on peut pas trouver qu'au sein de la psychanalyse, certaines choses sont dites de façon extrêmement violente, quoi. Toi, ton objectif, c'est de tenter d'influencer certains psychanalystes. Non. Non, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de dire aux personnes qui se sentent exclues, stigmatisées par le discours psychanalytique, c'est plutôt à ces personnes-là que c'est plutôt aux personnes, c'est plutôt aux LGBTQI que je dis, attendez, en fait, la psychanalyse, elle peut être utile aussi à tout le monde, quoi. C'est pas aux psychanalystes rigides que je m'adresse. Je veux pas du tout influencer ces personnes-là. En revanche, je me dis, si certaines personnes souffrent parce qu'elles sont homosexuelles, bi, trans, et qu'elles se disent jamais j'irai voir un psy parce qu'ils sont tous conservateurs, réacs, fachos, etc. C'est plutôt de ce côté-là que, tu vois, c'est plutôt de l'autre côté, quoi. T'as dit au monde, je n'ai pas envie de sauver la psychanalyse, je pense simplement qu'il y a une autre façon de la pratiquer. Voilà. Donc, comment ? C'est-à-dire, moi, j'essaye de comprendre... par exemple, quand tu donnes l'exemple de ta proctologue, t'as bien vu la différence. T'en as un qui te dit « Oh là là, mon Dieu, ça », et t'as l'autre qui dit « Oh, non ». Mais ça... Donc, elle a une autre façon de pratiquer la médecine. Elle a une autre façon. Elle dit « Non, attendez, en fait, ça, c'est l'homophobie de votre dernier médecin. Donc, moi, je vais vous dire, il y a d'autres choses possibles. Et il faut pas craindre les choses, quoi. » Mais c'est ça que j'avais du mal à comprendre, parce que moi, mon analyste ne disait... Rien. Disait rien de normatif, c'est-à-dire n'utilisez pas les mots. La seule fois où il l'a fait, c'est à cette dernière séance où il a dit « je ne suis pas d'accord ». C'est la seule fois où je l'ai entendu. Mais sinon, je n'ai jamais eu accès
à ses opinions. Mais ce que ça veut dire, excuse-moi Laurie, mais ça veut dire, comme moi je ne suis pas connaisseur des autres psychanalyses, dans les cabinets de psychanalyse aujourd'hui, de nombreux psychanalystes donnent leur opinion. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est quoi cette autre façon de la pratiquer ? Je ne sais pas ce qui se passe dans les cabinets de psychanalyse, je n'y suis pas. En revanche, ce que je peux lire, il y a des publications de psychanalystes, il y a des analystes qui s'expriment sur les ondes, il y a, tu vois, il y a un certain nombre de... Donc, ce sont... Et quand ils le font, c'est public. Donc, enfin, voilà, comme je suis en train de faire. Donc, nécessairement, il y a des positions qui sont prises. C'est-à-dire que concrètement, ton intuition, c'est que durant des séances, cette transphobie, et pourquoi pas cette homophobie, s'infuse dans les propos de l'analyste qui, alors, fait du mal au patient, à la patiente. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il m'est arrivé de recevoir des personnes qui ont vécu une première analyse ou qui ont vécu une analyse et qui viennent en disant, voilà, moi, j'ai quitté mon ancien analyste parce que quand je lui ai dit que j'allais adopter un enfant avec mon partenaire du même sexe, il m'a dit, votre enfant sera malheureux. Mais ça, c'est de la psychanalyse ? Mais je ne sais pas, moi, ce que je te dis, et je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ceci, je ne sais pas si cela. Je n'étais pas dans cet endroit-là. Ce que je peux dire, c'est que, voilà, à un moment... Oui, mais bien sûr. Voilà, donc... Excuse-moi, je dis bien sûr parce que, en tant qu'homosexuel, je partage... Il me semble capter une opinion... généralisée qui est que la psychanalyse n'est pas safe, c'est-à-dire la psychanalyse, attention à qui tu vas voir parce que ça peut être banco. Voilà. Et plusieurs fois, je me suis demandé si mon analyste était homophobe. Enfin, je me suis dit attention aux professionnels de santé à qui je... Donc, oui. Donc tu vois bien, tu réponds à la question que tu poses en disant ça. Toi-même, tu te dis, bah oui, il y a quand même, voilà, la psychanalyse, c'est quand même un peu conservateur, c'est quand même un peu ceci, c'est quand même papa-maman, c'est quand même cela. Bon, il y en a une qui est comme ça, mais tout n'est pas comme ça, et certains vont te dire, mais on écoute un sujet. Bien sûr, un psychanalyste écoute quelqu'un qui parle, oui, mais ça n'est pas parce qu'il est dit psychanalyste qu'il n'a pas ses propres préjugés, qu'il n'a pas ses propres normes, qu'il n'a pas tout ça. Donc c'est aussi un travail... De réflexivité critique sur mes propres préjugés, quels qu'ils soient d'ailleurs, quels qu'ils soient, que ce soit hétérophobe, homophobe, voilà. Je peux aussi avoir des tas de préjugés qui sont pas uniquement en lien avec. Et je pense que l'un des travaux les plus difficiles dans ce métier-là, c'est précisément d'exercer sa propre capacité critique pour arriver à un endroit, c'est bizarre de dire ça, mais du plus neutre possible, alors qu'il n'est pas neutre, mais c'est un endroit où on accueille tout, quoi. Ouais, je suis très choqué. Donc je suis très choqué. Non. J'ouvre les notes sur mon téléphone parce que j'ai noté un truc. Non, je suis pas très choqué, mais l'épisode 28 de mon podcast, daté du 5 juin, le titre c'est « J'ai essayé d'être une femme ». C'est Guy qui témoigne justement de son questionnement autour du genre et de la transidentité. C'est un super joli témoignage. Et ce témoignage était un peu en ébullition, moi, puisque j'entendais selon moi Guy rapporter des propos de son analyste qui m'ont choqué. Et alors c'est une double transformation des propos, parce que c'est Guy ses souvenirs de Guy, donc déjà on se méfie, mais en plus là c'est les souvenirs de Guillaume, de ce que Guy a dit. Bon, donc mais tout de même, en gros, Guy dit dans le podcast, au moment où il se demande s'il peut ou il veut prendre de la chimie pour devenir une femme, pour que son corps, parce que t'as pas besoin d'avoir un corps de femme pour être une femme, mais est-ce que je transforme mon corps et est-ce que je prends une chimie ? Et là, son analyste aurait dit quelque chose autour de vous devez être sûr, c'est un choix, une sorte de côté définitif.
Et où je me suis dit, alors quand j'ai voulu dire je suis très choqué, je me dis, mais la psychanalyse que moi j'ai vécue et que je trouve chouette, c'est absolument pas des gens qui me donnent leur opinion. Enfin, absolument. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que toi tu comprends de la norme du genre. En plus, moi, mon analyste, il avait je sais pas combien d'années de plus que moi, donc un truc tout de l'ancien temps. Mais oui, et si tu veux... Mais vraiment, c'est ça. Mais ça existe. En gros, il y a des psychanalystes qui disent des trucs comme ça. Je ne sais pas. Mais si, puisqu'il y a des scansions. Ah, attends, regarde, ton analyste a dit continuer. Oui, mais ça, c'est pas une opinion. C'est-à-dire que je tranche. Et des psychanalystes pourraient dire... C'est suffisamment équivoque, c'est suffisamment ouvert pour que, à l'intérieur de cette parole, je puisse entendre ce que j'ai envie d'entendre. C'est pas continuer vos études. Elle m'a pas dit ça. Non, mais je trouve c'est très intéressant d'ailleurs le parallèle. Tu vois, donc elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit continuer. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je continue. Ouais. Donc tu as raison. C'est-à-dire que et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, j'ai essayé de déplier un petit peu la complexité de dire je suis cela ou je suis ceci, parce que ça infère des choses, tu vois, ça positionne des choses. Mm-hmm. Et on peut m'attendre à cet endroit-là, alors que je peux être aussi à un autre endroit. Mm-hmm. Et l'autre endroit, ça veut dire, mais ouvrez tous les possibles, en fait. Mm. Et je crois qu'il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité des psychanalystes, qui est leur métier, qui est ne vous laissez pas aveugler par vos jugements et vos normes. Mm-hmm. Mais je crois qu'il y a aussi une responsabilité du patient. Parce que moi, quand j'entends Guy, je peux entendre... Donc là, moi, tu vois, je bouillonnais, je disais « Ah, il est transphobe » sur le moment de l'épisode. Et là, aujourd'hui, je dis « Et si Guy avait sauté sur une judicieuse question qui est de... Et si le psychanalyste invitait à réfléchir autour de la certitude, autour de... En gros, ici, le psychanalyste faisait son taf de venir à la rencontre du patient là où il est et de dire, alors, un peu comme mon analyste a fait, quand il peut-être, en disant, non, je suis pas d'accord. Il venait me chercher à l'endroit de ma décision. Oui. Et du coup, en gros, peut-être qu'il faisait son taf de dire, je te challenge parce que ça va t'aider à prendre ta décision. Peut-être. Et donc, il n'y a pas toujours de la transphobie ou il n'y a pas toujours de la malveillance. C'est ça qui est compliqué dans le transfert, c'est que en tant que patient, c'est dur de faire la différence. Absolument. Si j'avais envie, je te propose un exercice très compliqué, mais qu'on va réussir ensemble. J'aimerais transmettre l'essence, les 2 ou 3 idées chouettes de ton livre à mon neveu de 12 ans et à ma nièce de 10 ans. Est-ce qu'il t'en vient? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit... ce que tu as découvert, ouais. La psychanalyse est une invention formidable. À un moment du début du XXe siècle, qui s'est détachée de ce qu'on appelait à l'époque la psychiatrie, qui stigmatisait un petit peu la santé mentale et les fous, et de la psychologie, qui voulait trouver des explications à tous les comportements et toutes les conduites. Eh bien, la psychanalyse est une invention qui se sépare de ces deux pratiques. Et aujourd'hui, après presque 150 ans de pratique, il y a des penseurs qui ont été des penseurs qui ont travaillé sur les questions de liberté sexuelle, par exemple, qui continuent à penser que si elle est pratiquée dans l'esprit d'une certaine liberté, elle garde son tranchant subversif, son tranchant révolutionnaire. Ça te va? C'est difficile. Je leur ferai écouter. C'est un peu trop difficile. Alors... Qu'est-ce que t'as quels sont les grands points de ton livre? Il y en a un que j'ai noté, je n'ai pas lu le livre, mais tu dis dans un interview, et on te demande souvent, alors Freud était-il homophobe?
Et toi, j'ai l'impression que dans ton livre, t'es quand même allé récupérer de la théorie ancienne, je crois, moi j'espère pour convaincre des psychanalystes, en leur disant regardez les textes, regardez notre Bible, il l'était pas. Alors, bon, c'est-à-dire que là encore, hein, tu sais, sur 40 ans d'écriture théorique, tu vas trouver des endroits où tu vas dire regarde là il est, et puis des endroits où tu vas dire là il l'est pas. Bon, moi j'ai toujours un tout petit peu de difficulté justement à dire oui ou non, là oui, là non, etc. On instrumentalise de façon politique l'homophobie de Freud quand c'est nécessaire, et on instrumentalise l'homophobie. Sa fille était lesbienne, c'est ça ? L'homophilie, oui, on peut dire que Anna était lesbienne, mais alors certains vont dire mais non, mais quelle horreur de dire ça, etc. Franchement là, bon voilà, elle a vécu avec une femme longtemps dans la même maison, enfin peu importe d'ailleurs, mais je pense que ça l'intéressait. Et en même temps, c'est un homme de son temps, donc enfin tu vois, et là encore, je veux pas sauver Freud. Moi, je pense que la psychanalyse est une pratique d'une certaine liberté. Une aventure de production de soi, de résistance à certaines normes, et d'une certaine façon d'apprentissage, enfin de faire de son inconscient ou de ses symptômes des bons alliés, quoi, des bons copains. Voilà. Est-ce que dans ton livre, tu vas chercher des propos transphobes de tes confrères consoeurs pour, d'une façon théorique, les débugger, enfin les dynamiter? Non, je fais pas comme ça, mais disons que, par exemple, quand je travaille sur un texte de Sam Boursier, je prends ce qu'il écrit sur un épisode de colloque d'analystes sur la question transphobe, donc c'est plutôt comme ça que je fais, mais je prends pas nécessairement. Il y a certains propos que je rapporte, mais bon, je fais pas une espèce de bréviaire de. Ouais. Il y a certaines positions que je rapporte parce que ce sont des positions publiques qui ont été écrites et qui sont aussi des positions tenues par des chefs d'école, quoi. Je pense que c'est là où moi je t'attends. Parce qu'en fait, quand tu dis la psychanalyse est indépendante des normes, je pense que certains psychanalystes homophobes, certains psychanalystes vont dire, justement, votre histoire de LGBT, c'est une nouvelle norme. Oui, bien sûr. Et un peu comme mon exemple, où en fait, je demande aux gens de porter des étiquettes, ils pourraient être en train de dire et d'attaquer sur ça. Et là où je t'attends, c'est de dire oui, on est d'accord, parce qu'on vient d'en parler nous dans notre échange. Sauf que c'est pas les mêmes effets. Ça n'a pas les mêmes effets. Je suis d'accord, bien sûr que ça produit des normes, comme dans les années 70, au moment de la dite libération sexuelle, on disait il faut jouir sans entrave. C'était aussi des normes de dire ça. C'est-à-dire toute injonction produit des normes et tout discours produit des normes. C'est d'ailleurs ce que je dis dans le bouquin. Mais c'est à l'intérieur. La question, c'est pas de dire que la psychanalyse permet un sujet sans normes. Non, ça non. Mais il y a malgré tout des discriminations, des stigmatisations et des oppressions qui ont plus d'effet que d'autres. Voilà. Quels sont, selon toi, tes arguments les plus forts pour montrer que cette stigmatisation, cette discrimination en est une? Mais ça produit de la violence. C'est-à-dire que quand tu as des personnes qui sont des personnes trans ou des personnes LGBT ou des jeunes lesbiennes qui se promènent la main dans la main et qu'elles se font tabasser, c'est quand même... Oui, mais un psychanalyste... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand un psychanalyste tient des propos dont on peut supposer que mais c'est une nouvelle norme, mais enfin, il faut je ne sais trop quoi, j'en sais rien, ça a des effets sur la réalité. Ça a des effets, ces propos. De dire les enfants sont en péril parce qu'ils sont élevés par deux mères ou par deux pères. La famille traditionnelle hétérosexuelle, ça se saurait si elle était si safe que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que ça a des effets, les meurtres de personnes trans. Je dis pas que c'est à cause des psychanalystes, évidemment que non. Mais il y a des effets... Et tu leur demandes de les voir, de les entendre, et donc de se questionner sur leur posture en séance quant à ces sujets.
Je ne sais pas, je leur demande rien, parce que là, c'est ça qui me chiffonne. Oui, mais pourquoi tu leur demandes rien? Mais parce que je suis personne pour demander à quiconque quoi que ce soit. Et je suis pas une non, je suis pas un porte-drapeau. Vers une psychanalyse émancipée. Oui, mais je suis pas un porte-drapeau. J'essaye simplement de dire qu'aujourd'hui, il y a. T'es pas un porte-drapeau, mais tu mets un cap. Tu dis, allons vers une psychanalyse émancipée. Oui, et moi, je te demande du coup... de l'éditeur. Enfin bon, bref. Ah d'accord, oui. C'est le titre dépasse ton... Oui, voilà. Moi, j'ai désir. Dit vers, voilà. Mais bon, peu importe. Ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien, ouais. Oui. Non, parce que je trouve que, puisque l'on entend beaucoup des psychanalyses homophobes ou transphobes ou biphobes... C'est un chemin. Alors, ça, c'est chouette qu'on entende Laurie et qui se mouille un peu. Mais oui, mais je me mouille dans mon bouquin. Et donc... Tu le lises d'ailleurs. Bah oui, c'est clair. Voilà. Non, mais je me mouille, j'y vais, tu vois. Donc, je me sens pas du tout... mais en même temps, je suis pas en train de dire ce que je suis en train de dénoncer. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire, mais faites ça, dites ça, parce que sinon, si tu veux, je reproduis ce que je critique un peu dans mon livre. On est à mi-chemin, quoi. Tu veux dire, parce que tu veux quand même qu'en séance, les psychanalystes changent de posture. Non, je veux pas. Quand même, Laurie, t'as quand même envie que des propos transphobes et homophobes ne soient plus. Ce que je veux dire, c'est que ce livre, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'adresse plutôt à des personnes qui sont pas bien, qui sont en malaise, qui souffrent d'un certain nombre de choses et qui se disent je peux pas aller voir les psychanalystes parce que ils sont tous transphobes. Ouais. Ça s'adresse plutôt à ces personnes-là. Pour ces personnes-là, comment la psychanalyse peut aider par rapport à d'autres formes de thérapie? Par rapport à d'autres formes, ça je pourrais pas répondre. Il y a peut-être d'autres formes de thérapie qui sont très aidantes, ça je ne sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que pour moi, la psychanalyse a été, encore une fois, un chemin... encore une fois, plutôt un chemin de liberté, quoi. Voilà, enfin de liberté, c'est bizarre de dire ça. D'émancipation des normes. Ouais, de certaines normes. Je peux pas dire que je sois pas dans des normes, tu vois. Ouais. Mais d'émancipation de certaines choses. C'est mon cas. Voilà, d'émancipation dans le sens où il y avait des endroits de moi qui étaient inhibés de façon inutile. Et c'est pour ça que moi, au fur et à mesure, je crois qu'on est, je sais plus, à 48 épisodes, au fur et à mesure, au début, je comprenais mal le silence de mon analyste. Et d'ailleurs, les gens, je demande aux gens toujours de me valider, tu sais, je veux le regard des autres. Et donc, quand je disais, ah oui, je vais 2 fois par semaine payer quelqu'un qui me dit pas grand-chose. Souvent, en fait, on se foutait. Mes potes se marraient en disant, bon, il a dit quoi ton problème? Et tu vois, c'est ça, il faut le vivre, ça. Et en fait, et moi-même, parfois, j'étais un peu saoulée. Tu disais, toi, au début de notre échange, elle ne répondait pas à mes questions et je me disais, bon, quand même, je te pose des questions, t'en sais un max sur ma vie. Et seulement aujourd'hui, avec la distance, je vois la puissance de ce silence qui n'est pas absence. Et donc, et vas-y que je te répète ce lapsus, et vas-y que je te fais cette onomatopée. Absolument. Et même si c'est pas des grands discours, qu'est-ce que c'est aidant? Et pourquoi pour moi c'est essentiel? C'est parce que si tu me dis quelque chose, tu me dis tes normes. Tu me dis ta règle, tu me dis ta recette, tu me dis ta baguette magique, tu me dis ton rapport au réel. Et comme je t'admire en tant qu'analyste, tu m'écrases. Exactement. Je peux pas dire mieux que ça. Donc c'est vraiment, on est au travail quand on est analysant. Et c'est pour ça que du coup j'inviterai des personnes LGBT+ Enfin, non, j'inviterais. Bah non, comme toi, je vais pas jusque-là. Moi, j'ai trouvé qu'en tant que personne qui cherche à m'émanciper de ma famille, de ma culture, de l'homophobie, j'ai trouvé que c'était très aidant. Et j'ai essayé d'autres thérapies où la personne intervenait beaucoup plus et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que j'arrivais pas à m'entendre. T'inquiète. Tu t'es pas fait mal? Le micro. Écoute, je peux pas mieux répondre que ça. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que d'autres thérapies ou d'autres façons de faire, où l'autre parle, ou en rajoute, ou te dit quoi faire, moi, ça ne me conviendrait pas du tout. Moi non plus, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de ton livre, à part d'inviter les gens à le lire, que tu aurais envie de dire? Donc tu vois, je te demandais les grands sujets de ton livre ou les arguments les plus forts ou les trucs chouettes qu'on va découvrir dans ton livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a manqué? Je crois que dans une des interviews qu'il y a eu autour de ce livre, je crois que j'avais dit à un moment donné que j'aurais préféré que ce livre ne soit pas nécessaire aujourd'hui. Par rapport à la question de
de la pratique de la psychanalyse. Là, je suis sur un autre bouquin. J'ai envie de travailler sur l'apparition des discours savants autour des mauvaises filles. Voilà, ça m'intéresse aussi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les propos, quels sont les discours qui se tiennent, que ce soit un discours savant, et qui se tiennent comme ça, et qui prennent pour objet ce qu'ils ne connaissent pas, quoi. Voilà. Et moi, j'ai eu envie dans ce livre de dire, la psychanalyse, c'est pas un discours, c'est une pratique. Et c'est pas un discours savant. Mais grave. Et c'est une pratique. Et c'est une expérience. Et c'est une expérience de l'amour. Et c'est une expérience de l'angoisse. Et il faut vivre cette expérience. Enfin, il faut. Je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai écrit ce livre en tant que femme heureuse d'avoir vécu cette expérience. Un mot de la fin particulier pour conclure ce super échange. Merci Laurie. Notre échange était à la hauteur de mes attentes. C'est vrai ? Ah ouais, franchement, c'était super. Ah, tant mieux. T'as passé un bon moment ? Ah, un très bon moment. Ouais. Très bon moment. Non, mais tu vois, on a bataillé, on a travaillé. Ouais, quoi. grave. On a vraiment travaillé. Et on s'est rencontrés, c'était chouette. Ouais. Mais est-ce que toi, t'as envie de dire un dernier ? Non, je trouve que de dire que ce livre, c'est le récit d'une femme heureuse qui a fait une psychanalyse. C'était bien. Ouais. Merci Laurie. Merci Guillaume. Super. T'es contente ? Oui, je suis contente. C'était. Ouais, t'es allé me chercher, hein ? Ouais. Ouais. Mais c'est bien. Brutalement, enfin trop. Non, ça m'intéresse. T'es allé me chercher sur des endroits qui sont importants pour moi parce que c'est pas si simple, quoi. Enfin, t'as bien compris, quoi. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.